Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings et je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire à la découverte de la marine. C'est le 7e épisode, le premier depuis la reprise de la rentrée scolaire. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir avec nous Maître Guillaume qui va nous parler des forces sous-marines. Mais avant ça, comme le veut la tradition, je vous invite à me dire bonjour dans le chat pour vérifier que ça fonctionne. Salut Clémentine. Hello Esteban, Philippine, Maëlle, Robin, Nina, Aubin, Jérémy, Clémentine, Benjamin, Baptiste. Waouh! J'arrive pas à vous suivre tous, mais je suis ravie de voir que vous êtes là et je vous passe le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va avoir la chance d'échanger avec Maître Guillaume qui va tout vous dire des forces sous-marines et de son métier. Mais vous savez que ça se passe en deux parties. Dans une première partie, c'est moi qui ai la chance de poser des questions à Guillaume, qui va nous permettre un petit peu de comprendre son parcours, ses missions actuelles. Et après, c'est vous qui allez poser des questions. Du coup, que ce soit pendant la première partie, si vous avez envie de rebondir sur quelque chose que Guillaume dit, ou après, n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions et à poser vos questions en me rappelant toujours qui vous êtes pour que je puisse donner un peu de contexte à Guillaume. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre prénom, votre âge, à quel endroit vous êtes. D'ailleurs, je profite pour demander, parce que des fois, on a des PMM qui sont avec nous, des fois, on a des lycées. Est-ce qu'on a des classes ou des PMM qui sont ici aussi et qui ont envie de nous écrire? Donc, bonjour à la PMM de Grenoble. Justine, dans quel PMM es-tu? Grenoble aussi? On a la PMM d'Évian, la PMM Saint-Mandrier, génial. La PMM Kiefer, Grenoble pour Justine, vous êtes en force. La PMM de Carpentras, Dunkerque, super, ça fait plaisir de vous voir ici. Est-ce qu'on a des lycées aussi? Lycée professionnel de Commercy, lycée Valence. Bon, c'est génial, ça fait plaisir d'avoir des classes entières parfois qui sont là et qui sont avec nous. Donc, ravi de vous avoir tous avec nous. Donc, j'expliquais, excusez-moi, je me suis un peu coupée en cours de route. Pour poser vos questions, du coup, vous nous donnez votre prénom, votre âge, l'établissement dans lequel vous étudiez. Et n'hésitez pas aussi à nous dire quelle matière vous étudiez, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer. Ça me permettra de donner un petit peu de contexte pour que Maître Guillaume puisse vous répondre le mieux possible. Et bonjour à vous tous. Je ne peux pas lire toutes vos écoles, mais ça fait super plaisir. Puis je vois aussi qu'il y a une PMM Soum. Est-ce que c'est la nouvelle PMM sous-marine qui s'est lancée il n'y a pas longtemps? Si c'est le cas, vous êtes les bienvenus et on est super content de vous avoir avec nous. Top. Avant que Maître Guillaume nous rejoigne, peut-être vous rappeler quelques informations. Je ne sais pas si vous le savez, mais les forces sous-marines recherchent 300 jeunes cette année qui vont passer par Mistrance et qui vont rejoindre les forces sous-marines. Et vous allez voir, avec Maître Guillaume, on va vous en apprendre un petit peu plus sur les forces sous-marines, vous aider à comprendre aussi les spécificités des forces sous-marines et vous allez voir qu'il y a plein de super challenges et plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Quelques éléments déjà à vous donner et on pourra poser des questions à Guillaume qui va nous aider à revenir sur le sujet. Mais dans les forces sous-marines, on donne des responsabilités très, très jeunes aux marins qui rejoignent. Les perspectives de carrière sont extrêmement bonnes et l'idée, c'est de faire progresser au fur et à mesure. Et puis, on est clairement dans l'hyper-technologie de pointe. C'est le top de ce qui se fait et c'est 100% en plus made in France, avec 3 points qui sont hyper intéressants. Une dimension nucléaire qui est extrêmement intéressante. Le fait aussi d'être dans un navire qui va en profondeur, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Donc, on est dans un environnement qui est extrêmement contraignant. Et en plus, on travaille sur des systèmes de combat qui sont extrêmement pointus avec des missiles nucléaires. Et c'est cette combinaison de ces 3 facteurs-là qui fait que c'est de super challenges. Et il faut être extrêmement bien préparé, bien entraîné. Et c'est quelque chose que la Marine nationale va pouvoir vous offrir pour vous aider à vous développer. Donc, plutôt que de vous le dire moi, parce que je ne l'expliquerai jamais aussi bien, j'invite sans plus attendre Maître Guillaume à nous rejoindre. Alors, Guillaume se prépare et devrait arriver dans quelques instants avec moi pour se lancer dans ce nouvel épisode d'À la découverte de la marine et en particulier des forces sous-marines.
Alors, Guillaume, on ne te voit pas et on n'a pas encore ton son. Génial. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Alors, j'ai un petit écho, Guillaume. Ah. Mais ça m'a l'air. Non, c'est bon, ça a l'air d'être passé. Merci d'être avec nous, Guillaume. Ravi de t'avoir avec nous ce soir. Beaucoup de jeunes sont connectés et ont envie d'en apprendre plus sur ton parcours. Mais tu sais qu'il y a une petite règle, ou en tout cas une petite coutume dans ces épisodes, c'est qu'on commence dans un premier temps par la carte d'identité de notre invité. Donc, je t'invite à répondre à quelques questions un petit peu en manière très rapide. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton grade, Guillaume? Alors, je suis maître dans la Marine nationale. Super. Est-ce que tu peux nous donner ton âge? J'ai 30 ans. Peux-tu nous dire d'où tu es originaire, Guillaume? Donc, je suis originaire de Vannes, dans le 56, dans le Morbihan. Actuellement, ça fait 10 ans que je suis dans la marine et 10 ans que je me trouve à Brest, que j'habite à Brest. Super. Ton meilleur souvenir dans la marine, qu'est-ce que c'est? Meilleur souvenir dans la marine, quand j'ai réussi à atteindre mes objectifs en fait que je m'étais donné, c'était d'atteindre les forces sous-marines et mon premier départ en mer. Donc c'était vraiment une grande satisfaction d'avoir travaillé aussi dur pour avoir réussi à aboutir là où je suis arrivé aujourd'hui. Super, tu vas nous en dire plus juste après. Et ta meilleure expérience en équipage? Meilleure expérience en équipage, donc je dirais ça se situe en fait chaque année, à chaque départ en mer. Donc le fait de tous se retrouver en équipe, d'avoir travaillé pendant tout ce temps ensemble, d'avoir préparé la mission, la patrouille, de travailler ensemble en synergie, tous ensemble, et surtout les retours de mer quand on retrouve notre famille, quand on revoit le soleil, le vent. C'est vraiment des moments uniques. On revoit nos compagnes, on retombe amoureux. C'est vraiment vraiment exceptionnel dans la vie qu'on ne rencontrera que dans les forces sous-marines. En effet. Et le plus gros challenge auquel tu as dû faire face, ce serait quoi? Le plus gros challenge que j'aurais dû faire face, donc en tant que maître de centrale, je dirais j'ai des reprises de vue, donc c'est-à-dire on approche le sous-marin de la surface, mais sans le faire sortir entièrement, pour avoir une vision à l'extérieur, donc avec des états de mer très très forts. Et donc, il y a beaucoup d'adrénaline, c'est assez combatif, ça dépend de l'état de la mer en fait. Donc, c'est vraiment des moments où on vit des choses très intenses, que ce soit en équipage, avec le matériel. Le sous-marin est très bien conçu. Et tout ça met une symbiose dans l'ensemble du travail d'équipe qui fait que quand on arrive à l'objectif final, c'est-à-dire de tenir le sous-marin, c'est vraiment une satisfaction personnelle et collective. Et ce sera ma dernière question dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré pour devenir marin? Donc oui, essentiellement les films hollywoodiens, donc on retrouve essentiellement. Et plus récemment, le film Le Chant du Loup avec Omar Sy, Guillaume Canet. Et c'est vraiment des films qui se rapprochent de la réalité, qui représentent bien notre vie à bord et surtout la mission. Super, merci d'avoir joué le jeu de la carte d'identité. Du coup, maintenant, Guillaume, l'idée, c'est d'apprendre un petit peu mieux à te connaître, de savoir en fait qui tu étais avant de rentrer dans la Marine nationale, comment tu as découvert la Marine nationale. Est-ce que tu avais de la famille dans la Marine? Est-ce que c'est arrivé un petit peu plus tard dans le cadre de tes études? Et après, de comprendre un petit peu ton parcours dans la Marine. Donc, si on repart au tout début, qui étais-tu, Guillaume, avant de rentrer dans la Marine? C'était quoi ta situation? En quelle classe tu étais? Qu'est-ce qui t'intéressait? J'avais 16 ans, j'étais en BEP électrotechnique et je cherchais une branche où je pourrais trouver du travail qui me plairait, auquel je serais content d'aller tous les matins au boulot. Et donc j'ai documenté, je cherchais un petit peu et je suis tombé sur un journal qui avait une publication sur les forces sous-marines, l'actualité des forces sous-marines. Je me suis renseigné petit à petit et on m'a conseillé d'ouvrir la porte d'un CIRFA pour me diriger. Donc c'est ce que j'ai fait, on m'a conseillé un bac pro option marine, je me suis dirigé dans cette branche-là, donc pour vraiment finaliser le choix que j'avais et pointer du doigt la chose que je voulais faire.
Donc, une fois que j'étais bien décidé, j'étais paré à rentrer dans la Marine nationale avec mon surfeur. Super. Et donc, du coup, comment ça s'est passé, cette arrivée dans la Marine nationale? Déjà, Alors, est-ce qu'on peut parler du recrutement et puis après de tes premiers pas dans la Marine? Donc, les surfeurs sont là pour vous accueillir, quand vous rentrez dans les forces sous-marines ou dans la marine en général. Moi, c'était essentiellement les forces sous-marines que je voulais faire. Donc, on m'a dirigé vers une formation initiale en tant que QMF. Et à l'issue de la formation initiale, qui se passait à Saint-Mandrier, dans le sud de la France, une formation métier qui dure 4 mois, les deux cumulés. Et à l'issue de ces deux cours, donc là, on pouvait vraiment choisir où est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire. Donc, mon choix s'est porté sur les sous-marins de Brest. Pour Brest ou pour les SNLE qui te donnaient particulièrement envie? Est-ce que tu as eu envie de retourner en Bretagne ou est-ce que c'était quoi l'idée? Les deux se complétaient. Donc la mission qui me plaisait beaucoup, la dissuasion, et la région, comme je revenais de Bretagne, et je me rapprochais de ma famille tout en alliant les deux. Donc c'était une opportunité que j'ai eue et j'ai pu remonter à Brest, donc à l'école de navigation sous-marine pour continuer mon cursus de sous-marinier et vraiment de commencer réellement mon cursus et d'apprendre le cœur de métier de sous-marinier. Et du coup, comment ça s'est passé? Alors j'ai commencé barreur. Donc à l'école, on nous apprend à piloter un sous-marin. Donc il faut savoir, au début c'est assez vague comme ça, mais il faut un peu s'imaginer. Donc on met un matelot derrière une barre on nous envoie on a des simulateurs à taille réelle. Donc c'est-à-dire on va piloter un sous-marin de 14 000 tonnes avec une chaufferie nucléaire, des missiles. C'est quelque chose qui est pas très commun et ça c'est pas inné en fait. Donc au début, on va nous apprendre un peu quand on est petit, on va nous mettre sur le vélo avec les roulettes sur le côté. On va nous aider, on va nous entraîner, nous former, nous guider. Donc un sous-marin, on va pas venir le poser en immersion comme on conduirait un scooter, quoi. Donc tout ça, ça s'anticipe, ça se travaille, c'est beaucoup d'investissement. Et petit à petit, donc cette formation de pilote qui a duré 2 mois, et à l'issue, donc j'ai eu ma qualification de barreur. Alors, juste pour être sûr, Guillaume, tu avais quel âge à cette époque-là? Donc là, je venais de rentrer dans la marine, j'avais 20 ans. Donc pour donner un peu l'ordre d'idée des responsabilités qu'on donne. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc tu avais 20 ans, c'était ta première expérience, tu sors de quelques mois de formation. C'est ça. Et on te donne la responsabilité de piloter d'une certaine manière, de conduire le sous-marin. C'est exact. Et c'est toi qui as ça dans tes mains, enfin, les 14 000 tonnes, etc. Voilà. C'est toi qui as ça à portée de main. D'accord, oui, c'est ça exactement. Donc sous l'ordre de mon maître de centrale. Et oui, c'est vraiment. Faut essayer de se mettre en condition pour imaginer ça, mais c'est vraiment quelque chose. Waouh, quoi. En effet. Et donc, du coup, ça a été ton job pendant. Alors, ça a duré. J'ai fait barreur pendant 4 ans. Donc, à côté de ça, barreur, c'est un poste de quart. À côté de ça, j'étais torpilleur. Je m'occupais des armes tactiques et de l'entretien. Pendant 4 ans que j'ai fait de la barre. À l'issue des 4 ans, j'ai postulé pour un brevet d'aptitude technique en tant que mécanicien, BAT. Un BAT. Oui. Donc, je me suis dirigé vers un BAT mécanicien à Toulon. La formation s'est passée, donc 6 mois. Pareil, en équipe, on est mélangé avec des sous-mariniers, des surfaciers. Et à l'issue, je suis revenu sur Brest, à l'école de navigation sous-marine, une deuxième fois. Alors, pas cette fois-ci pour travailler de la barre, non, mais travailler un pupitre qui se trouve à côté, qui s'appelle le tableau sécurité plongée. Donc, on met un opérateur derrière ce pupitre. Et cet opérateur, en fait, va permettre d'assurer la sécurité du sous-marin lorsqu'il est en plongée. De mettre tout en sécurité ce qu'on va appeler le porteur, le sous-marin. Et du coup, pour bien comprendre, c'est quoi ton rôle dans ce cadre-là? Alors moi, mon rôle dans ce cadre-là… Tu conduis le sous-marin. Ton deuxième rôle, concrètement, le but… Alors c'est de dérouler des procédures en fait. Donc on va piloter le sous-marin dans des versions normales. On va s'entraîner pour des versions incidentelles ou accidentelles dans les pires situations. Comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Donc en fait, les tout cumulés fait qu'on peut piloter le sous-marin dans n'importe quelle condition.
le fait qu'on s'entraîne aussi difficile nous permet de connaître notre travail à nous, le travail de notre ami qui travaille à côté, pour vraiment avoir des contrôles, on va dire, croisés pour assurer nos actions. Ok. Et suite à ce job-là que tu as gardé pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans de BAT mécanicien. Donc, dans les forces sous-marines, on progresse plutôt rapidement, ce qui Ouais. est fort agréable. Donc, soit en grade, en responsabilité, on nous donne vraiment une occasion, une opportunité d'avancer et d'évoluer rapidement. Donc, à l'issue, je me suis dirigé vers le brevet supérieur adapté de maître de centrale, donc qui se passait à Toulon. Donc, la partie théorique se passait à Toulon. En général, pour approfondir notre métier de mécanicien et de dirigeant. Et enfin, un dernier retour à Brest, encore à l'école de navigation sous-marine, pour cette fois-ci, en fait, s'occuper du barreur et du tableau sécurité plongée, que ces deux opérateurs tiennent, en tant que contrôleur de procédure, sous les ordres du chef de quart. Donc nous, on est là pour guider le chef de quart, appliquer ses ordres, et qui redescendent par gravité, pour que le sous-marin puisse être conduit dans les bonnes conditions. Et ça, c'est ton rôle actuel de Oui. chef de centrale, en fait, où tu vas manager, on va dire, être responsable de 2 personnes qui sont les postes que tu faisais, en fait, avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc là, du coup, tu as, à 30 ans, tu nous disais tout à l'heure, la responsabilité d'une équipe, 2 personnes. Et on m'a, d'après mes petites recherches, le poste que tu as aujourd'hui, si c'était dans le civil, ce serait quelqu'un qui serait beaucoup plus, qui aurait beaucoup plus d'expérience professionnelle que toi. Et en fait, en gros, dans la Marine nationale, à 30 ans, tu as les responsabilités que dans le civil, on aurait beaucoup plus tard. Et peut-être avec des diplômes qui seraient des diplômes aussi d'école d'ingénieur ou ce genre de choses. Exactement. Donc, la marine nous donne l'opportunité vraiment d'accéder à des postes à responsabilité, à haute technicité. Et c'est vraiment des opportunités qu'il faut savoir saisir. Donc, avec du travail, tout le monde peut y arriver. Et c'est vraiment des opportunités super, quoi. L'adrénaline, les sensations qu'on ressent quand on va passer toute cette période à s'entraîner jusqu'au départ et jusqu'au retour, on va vivre régulièrement ces moments-là, quoi. Donc, on a différents types de journées. Hein. On a des périodes à terre, des périodes d'entretien et des périodes en mer, quoi. On part pas comme ça s'improvise pas de partir en mer. Donc toutes ces périodes en fait d'entraînement, on va commencer par une période d'entraînement qui dure 5 semaines, 5 à 6 semaines. Donc on va s'entraîner en équipe, on va surtout aller nous les mettre de centrale dans la formation des jeunes et continuer à entretenir notre savoir-faire. Donc pour travailler sur les simulateurs, dans la connaissance générale des locaux, du sous-marin. Et ensuite, à la fin de cet entraînement, on va récupérer le sous-marin. Donc il y a 2 équipages par sous-marin. On va récupérer le sous-marin et on va l'envoyer en entretien. Donc en entretien avec une petite période d'essai en mer entre les deux, voir comment le sous-marin est revenu de patrouille en bonnes conditions ou pas. Une période d'entretien qui va durer entre 2 mois, 2 mois et demi en moyenne. Et enfin, une fois la période d'entretien terminée, c'est un petit peu la gratification, quoi. On part de Brest, on prend le bateau, on va à l'île Longue. C'est des journées qui sont assez intenses. On va toucher, on va mettre la main dans le cambouis, clairement, hein, et sur les installations. Donc là, c'est en dehors d'une partie, ça n'a rien à voir avec le pilotage qu'on va faire, on va s'occuper de nos installations à nous, les maîtres de centrale. Donc, les armes tactiques, les capacités sous pression, les maîtres de centrale qui s'occupent aussi de la gestion de l'atmosphère à bord. Donc une fois l'entretien terminé, on va partir en mer pour un entraînement opérationnel, donc avec des bâtiments de la Marine nationale, pour entraîner l'équipage à travailler ensemble et pour créer cette synergie de sous-mariniers en fait. Et de ce que je comprends, Guillaume, là je vais rentrer un peu dans les clichés parce que quand on ne connaît pas bien, on s'imagine des choses qui ne sont pas forcément la réalité, mais c'est vrai que quand on s'imagine un sous-marinier, on a l'impression qu'il est dans son sous-marin et dans la mer tout le temps. En fait, la période en mer, elle est hyper réduite sur l'année. Oui, elle est assez réduite. Donc dans l'ensemble, je dirais, il y a une centaine de jours dans l'année où on va se retrouver en mer. Donc 3 mois à peu près.
Ouais, voilà. Donc, entre les périodes d'essai, après l'entretien pour les périodes opérationnelles, et enfin, un petit retour à quai pour permettre à l'équipage de souffler, dire au revoir à sa famille, pour la mission qui va durer en moyenne, ça varie entre 60 et 80 jours. Donc en fait, c'est entre 2 mois et presque 3 mois en mer réellement. Le Voilà. reste du temps, tu es quand même plutôt à terre, entre Oui. des moments où il y a aussi de l'entraînement, etc., etc. Mais du coup, finalement, vous êtes finalement même moins en mer que des marins de force de surface, etc. C'est ça, oui. On a la chance d'avoir deux équipages, donc de faire tourner des équipages et que on soit pas tout le temps sollicité. Et cette façon de, on va dire, de s'aérer en fait, d'avoir deux équipages, nous permet de reprendre des cycles en bonne santé et d'être paré à attaquer les nouveaux défis en fait qui s'offrent à nous. Donc, On évolue tout le temps dans les forces sous-marines. si je continue dans mes clichés, un sous-marinier, c'est pas quelqu'un de solitaire qui a pas de famille et qui est tout le temps sous la mer. Et il y a une période très forte et vous pouvez quand même avoir une vie de famille et des liens avec des amis, des personnes autour de vous. Vous n'êtes pas sous l'eau tout le temps. Non, non, pas du tout. Non, on a moi j'ai une très très bonne vie de famille. J'ai une femme et une petite fille. On arrive vraiment à faire la part des choses, c'est très important. Donc moi, comme j'ai avec ma compagne, comme ça reste un volontariat, les forces sous-marines, si j'ai pas son aval, son accord, je verrai si il n'y a pas possibilité de faire autrement. Donc c'est important que moi, quand je pars en mer, ma situation familiale à la maison, mes amis, les gens savent ce que je fais et qu'ils soient pas inquiets, quoi. Donc on part en toute sécurité, on s'entraîne pour ça. Tu as dit un mot hyper important, c'est que vous choisissez, vous êtes des volontaires, vous avez le choix, donc personne n'est obligé de devenir sous-marinier, c'est quelque chose que tu as choisi. Oui. Et je me suis laissé dire aussi que c'est quelque chose sur lequel on vous accompagne beaucoup et sur lequel on vous permet de voir un petit peu si ça vous plaît avant de vous engager. On m'a dit en préparant ce webinaire, c'est comme quand on achète une maison, on n'achèterait pas une maison sans l'avoir visitée. Il y a un vrai accompagnement et il y a une vraie possibilité d'aller voir de plus près ce que ça veut dire pour savoir si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie et derrière vous poussez dans faciliter votre choix. Tu peux nous expliquer, toi, dès le départ, tu savais, mais comment ça s'est passé au début? Alors je dirais c'est un peu comme une intuition, comme on sait ce qu'on veut un peu pour Noël. Mais moi vraiment je savais ce que je voulais faire. Après de là à savoir si ça allait me plaire, on peut pas savoir jusqu'au moment où on a fermé le panneau. Mais déjà dès qu'on met le pied dans un sous-marin, on a une petite idée si on est claustrophobe, si la vie va nous plaire. On a vraiment de l'espace, on arrive à faire du sport à bord, on a des tapis de course, des rameurs, des vélos. On a de l'espace pour la côte, vivre en équipage vraiment. Donc non, le but c'est vraiment de voir d'abord dans un premier temps si ça vous plaît, c'est-à-dire mettre un premier pied sur un sous-marin. Et après, quand on ferme le panneau, c'est là où l'aventure commence. Et puis on met en pratique réellement tout ce qu'on s'est entraîné pendant toute cette période. Donc c'est vraiment gratifiant et c'est un métier super. Et si tu nous amènes justement avec toi dans une de tes aventures en mer, où justement on est dans le sous-marin, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Des moments où c'était un petit peu chaud et une action que tu as faite toi avec ton équipe a permis de faire changer les choses, ou quelque chose auquel tu t'attendais pas et en fait que tu as découvert? Qu'est-ce que tu peux partager avec les jeunes qui nous écoutent pour leur permettre de vivre un peu ce que tu vis toi au quotidien? Bien sûr. Donc, quand on est sous l'eau, on sent pas l'état de la mer qui se passe en surface, les grosses vagues, ce genre. On n'a pas le mal de mer sous l'océan, bizarrement, parce que le sous-marin est très stable. Donc, à des moments, quand on revient de mer, on doit reprendre la vue, donc s'approcher de la surface pour communiquer avec la surface, pour dire que tout s'est bien passé. Et une année, on revenait de mer, donc c'était en plein hiver, on avait un fort état de mer et on nous annonce sous l'eau avec les informations qu'on a, tout va bien là-haut, donc ça va aller. Et comme avec mon équipe et moi-même, on s'occupe de la pesée du sous-marin, de la stabilité en fonction de l'immersion où on est.
On s'est dit, bon, bah, on a pris nos paramètres, on a modifié ce qu'il fallait modifier pour que le sous-marin soit stable, arrivé là-haut. Donc, arrive le moment où on remonte à l'immersion périscopique et l'état de la mer annoncé n'était pas du tout celui qui était. Donc, là, on a travaillé avec mon barreur et moi-même moi, j'étais dans le rôle de le conseiller, comme j'avais déjà fait de la barre pendant 4 ans avant. C'était un jeune barreur, c'était sa première patrouille. Donc le fait de manipuler, en fait, c'est comme un manche d'avion. Hein. On pilote dans un axe vertical et horizontal en 3D, en 3 dimensions. Et donc le barreur, en fait, se battait contre les vagues qu'il aspirait à la surface. Et moi, mon rôle, c'était vraiment de le guider, de le conseiller. Donc on a réussi à travailler tout ça et à stabiliser le sous-marin. Et à l'issue de cette reprise de vue, on est redescendu en immersion pour terminer nos essais en mer avant de rentrer à quai. Et donc la gratification, on a eu notre commandant en quittant le central qui a félicité le barreur, donc qui félicite l'équipe. Et c'est vraiment quelque chose, on dirait pas, mais l'adrénaline dans ces moments-là, en fait, on s'attend pas forcément à ça. Et quand on y est, bah, vu qu'on est entraîné c'est là où tout notre travail ressort et est mis en pratique réellement. Donc c'est super. Top, ça donne envie en tout cas. Est-ce que il y a quelque chose qui, toi, t'a surpris, auquel tu t'attendais pas, ou quelque chose que je sais pas, un cliché que tu pouvais avoir toi aussi, ne connaissant pas en tant que jeune qui intégrait le milieu des forces sous-marines? Alors j'avais peur au début, vraiment après avoir parlé avec des sous-mariniers, on m'a quand même rassuré, mais ma première crainte c'est que ces périodes en mer soient longues, alors que pas du tout, c'est pas du tout l'image que l'on peut se faire. On est rythmé par le quart, donc des quarts qui démarrent de 0 à 4, 4 à 8, 8-12, 12-15, 15-18, 18-20 et 20-24. En dehors de ces quarts, quand on va passer au central, on va pas passer toute notre vie au central. On a une activité, on a une cafétéria où on va manger en équipage. Donc les OM, équipage et OMS, on va manger ensemble. On a nos parties, on a nos installations, on va beaucoup s'occuper. On a le sport, on a la partie détente où on va pouvoir regarder des films, se poser, discuter, jouer aux jeux de cartes. Et tous les jours, en fait, sont un petit peu rythmés donc pour pouvoir faire passer ces moments, quoi. Donc, comme un peu dans les films aussi, on peut voir quand on passe en version nuit, bah, on va éteindre la lumière en rouge pour garder la notion du temps. Et moi, j'ai toujours fait cette sensation quand je reviens à terre, je me dis, oh, c'est passé super vite, quoi. Ça fait bizarre, quoi. Ouais. Et c'est des moments, j'adore, quoi. C'est sympa. Parce que tu me disais aussi un SNLE, donc un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. C'est petit, mais c'est pas si petit que ça. Enfin, on est dans un endroit qui peut paraître restreint, on est nombreux à l'intérieur, mais en fait, il y a quand même pas mal d'espace pour faire pas mal de choses. Ah oui, c'est pas du tout l'idée qu'il faut se faire parce qu'on a vraiment l'espace. On est plus de 100 à bord. Donc pour un sous-marin qui fait 120 mètres de long, comme ça on pourrait se dire ça fait petit, mais pas du tout. Hein. On a vraiment de l'espace pour s'occuper, pour vraiment. On arrive vraiment à faire ce qu'on veut et puis on se crée de l'espace aussi. Parce que le moindre espace est occupé par une installation ou par du matériel qui est rangé. Moi, mon but en mer, c'est que le sous-marin, quand il part avec le bon matériel pour qu'il soit approvisionné et qu'en cas de panne, on puisse dépanner. Et le fait de tout l'espace est bien optimisé pour que le personnel, en fait, à taille humaine, on puisse ne pas avoir ce phénomène de manque d'espace, quoi. Il y a de nombreuses questions de jeunes auxquelles on va répondre dans pas longtemps, mais si tu avais un conseil à leur donner, ils hésitent, ils se posent la question, ils sont pas sûrs, tu leur dirais quoi? Foncez. Moi, c'est travail, la persévérance, se donner un objectif et le travail paye toujours. C'est un métier plein d'actions, que soit les sous-marins d'attaque à Toulon ou les SNLE à Brest qui font la dissuasion. Moi, ma première approche, c'était vraiment un petit peu ce côté patriotique, comme on peut retrouver un peu aux États-Unis, donc servir la France. Et c'est une mission qui est vraiment honorable et quand on se donne les moyens, on y arrive toujours. Et tu confirmes que d'un point de vue technicité, vous êtes dans des conditions et vous êtes formé pour être en capacité de gérer votre mission au mieux. Et tout est fait pour vous accompagner, vous développer. C'est beaucoup de travail, mais
finalement, vous êtes totalement à la pointe avec du matériel de pointe aussi et vous avez une mission qui est hyper noble. Ah oui, la mission est noble. Donc, on a le matériel à disposition. On a la chance, comme je disais, c'est du volontariat. Donc, quand c'est du volontariat, on se donne peut-être plus les moyens de réussir à ce qu'on a envie de faire. Le matériel qu'on a à disposition est adapté à nous. On est vraiment mis dans de bonnes conditions quand on part. On n'est pas lâché comme ça. Et le fait de travailler avec du matériel de haute technologie, en fait, français, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est vraiment sympa qu'on n'aura pas eu l'occasion d'avoir dans le monde du civil et de travailler avec ça aussi jeune, aussitôt, tellement de grandes responsabilités. En tant que maître de centrale, moi, c'est toujours une gratification à chaque fois dès qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et tu es tout jeune, tu as 30 ans, c'est déjà Oui. ton 3e métier. Tu as déjà eu plusieurs formations qui t'ont permis de monter en compétences, d'avoir un BAT, puis un BS. C'est quoi la suite pour toi, Guillaume? Donc la suite pour moi, là, actuellement, cette année, je suis revenu de mer en été. Là, je repars encore en tant que maître de centrale pour 3 ans embarqué sur un CNLE. À l'issue, donc, la marine nous donne le choix. Donc, soit on peut continuer à naviguer, ou soit, en général, nous, on va prendre une période un petit peu d'aération, profiter un peu de la terre, de la famille. Donc, au bout de 3 ans, j'ai la possibilité d'aller à terre et de maintenir mes connaissances et surtout les transmettre aux jeunes. Moi, c'est un petit peu mon côté que j'aime bien, c'est transmettre mon savoir-faire en fait. Donc moi, je vais demander pour aller à l'ENSM en fait. Donc tu serais formateur cette fois-ci, c'est ça? Voilà. Tu vas rendre l'appareil à ceux qui t'ont appris. Enfin, avant, c'est toi qui étais apprenant. Et là, l'idée, c'est d'aller transmettre aux nouvelles générations de sous-mariniers pour les former à leur tour. Exactement. La première fois que j'ai vu un maître de centrale à l'école de navigation sous-marine, je me suis dit, je veux faire ça. C'était la chose. Je veux faire ça. Donc, à moi de transmettre après mon amour de mon métier, quoi. Et c'est ce que tu fais un peu ce soir avec nous aussi, auprès des jeunes qui t'écoutent, et merci pour ça. Bon, vous êtes nombreux, il y a plein de questions. Est-ce que vous avez bien voté pour les questions qui vous intéressent le plus? Je vous laisse encore une petite minute, le temps de remercier Guillaume qui s'est prêté au jeu de la première partie. Je voudrais vous présenter une autre personne alors, que vous n'allez pas voir et qui ne va pas nous rejoindre, mais c'est le commandant Nicolas qui est avec nous. Et le rôle du commandant Nicolas, ça va être de vous aider parce qu'il y a plein de questions qui sont très techniques sur du recrutement et auxquelles Guillaume ne va pas pouvoir répondre. Donc, voilà, le commandant Nicolas va y répondre. Alors, Nicolas, si vous voulez bien, je vous propose d'attendre qu'on prenne les questions. Comme ça, vous allez pouvoir nous aider si Guillaume n'a pas la réponse. Et donc, du coup, je vais commencer par la première question, donc celle qui a été la plus votée. C'est celle de Colomba, qui a 17 ans et qui est au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio, qui te demande, Guillaume, as-tu reçu un conseil qui t'a particulièrement accompagné dans le développement de ta carrière dans la marine? Et si oui, lequel? Un conseil? Ouais. Se donner des objectifs, vraiment. C'est ça qui fait avancer, que ce soit dans la marine ou la vie de tous les jours. Après, conseil, c'est toujours de viser quelque chose et pour pas être déçu et au final, viser toujours plus haut pour pas être déçu, en fait. Et, si tu te donnes les moyens, c'est comment qui s'appelle déjà? Elle s'appelle Colomba. Colomba, si tu te donnes les moyens, tu y arriveras. Il faut se donner. Il faut être sûr d'être convaincu de ce qu'on fait. Et sache que tu y arriveras. Donc, crois en toi, Colomba, et donne-toi les moyens d'y arriver et ça marchera. Merci pour cette note positive, Guillaume. La deuxième question, c'est Mélène, qui a 16 ans, qui est en première spécialité maths physique et SVT à Évry, qui est actuellement dans la PMM Kiefer, à qui on dit bonjour. Et elle nous dit « Les femmes ne sont pas encore admises dans les forces sous-marines ». Alors, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il me semble que quand on est officier, on peut être une femme dans les forces sous-marines, mais on va en parler juste après. Avez-vous des informations pour savoir si elles seront bientôt admises à bord ou pas? Guillaume. Alors, Mélène, actuellement, il y a bel et bien des femmes dans les forces sous-marines, je te confirme, parce que mon chef direct est une femme, une capitaine de corvette.
Donc, les femmes actuellement dans les forces sous-marines sont officiers et elles sont bienvenues. Que ce soit moi dans mon travail de tous les jours, que je reçoive d'un ordre d'un homme ou d'une femme, l'ordre sera fait de la même façon et tout aussi respectueusement. Donc, sache que les femmes sont bienvenues dans les forces sous-marines. Super, merci Guillaume. On a une question de Jules qui a 22 ans et qui est un ancien mécanicien de la SNCF qui souhaiterait te poser cette question. Comment as-tu vécu ta première mission en immersion? Alors, c'est pas un voyage, hein, on part pas au camping, mais ma première mission, c'était vraiment l'aboutissement de mon rêve qu'en fait, que pendant 1 an et demi, j'ai travaillé pour et la gratification d'y réussir, hein, c'était vraiment quelque chose de magique. Et comme je disais, bah, les retours sont d'autant plus, on revoit le soleil, la nature et la chose toute bête. Vous pourrez demander à Thomas Pesquet si vous aurez l'occasion, c'est peut-être de sentir le vent sur sa peau, parce que on se rend compte des choses qui sont importantes que lorsqu'on en est privé en fait. Et on en profite d'autant plus quand on revient. Et c'est ça vraiment qui m'a. C'est marrant la comparaison avec Thomas Pesquet, parce qu'on me disait aussi tout à l'heure que le matériel de pointe qui est le vôtre est pas loin de celui de l'ISS en fait. Enfin, on est sur vraiment quelque chose qui est extrêmement, extrêmement de haut niveau. À l'époque, quand les SNLE, bah, c'est toujours d'actualité, hein, les SNLE sont la pointe de la technologie et ils sont aussi complexes qu'une fusée Ariane. Donc, on travaille avec Ariane Group également, c'est un des coopérateurs qu'on a. Et c'est vraiment, on a sensiblement tendance à dire que les SNLE sont aussi complexes dans la façon de l'utiliser qu'une fusée spatiale, en effet. Je reviens sur la question de Mélène tout à l'heure, parce qu'on a le commandant Nicolas, du coup, qui a confirmé ce que disait Guillaume, et donc, du coup, qui nous confirme que l'embarquement de main féminin à bord des SNLE concerne pour l'instant seulement les officiers, que c'est bien évidemment fait comme pour les hommes sur la base du volontariat, et avec un parcours de qualification qui est identique aux homologues masculins. Ça m'a fonctionné uniquement sur SNLE à ce stade, et il me semble que c'était aussi pour des questions de capacité et de place pour pouvoir avoir aussi des femmes à bord. Donc, en tout cas, il y a une volonté et c'est super de voir que ça se féminise de plus en plus. C'est ça. On a ensuite une question d'Alexis, qui est en 2e année d'école d'ingénieur à l'ENSE3, en filière mécanique et énergétique. Et il veut postuler à un VOA en tant qu'ingénieur mécanicien N-Pro. Et en fait, il avait une question pour toi, Guillaume. Il voulait savoir quelles sont tes relations, tes missions et les rapports que tu peux entretenir avec les ingénieurs. Bonjour Alexis, donc la relation, la mission que j'ai avec les ingénieurs en tant que maître de centrale, avec par intermédiaire de mon opérateur TSP, tableau sécurité plongée, on communique avec eux pour avoir des ordres de vitesse. Donc les ingénieurs sur SNLE sont des officiers et qui eux pilotent le réacteur et la machine, donc ce qui va permettre à la ligne d'arbre de tourner grâce à la vapeur du réacteur nucléaire. Donc on est en communication directe avec eux et on communique régulièrement pour que ce soit de la conduite normale ou de la conduite en cas d'incidentel ou accidentel. Merci beaucoup. On a une question. Alors, attends, je vérifie. Le complément d'information du commandant Nicolas qui nous dit que les ingénieurs atomiciens font partie du même équipage que Guillaume et qu'ils peuvent même être le chef de Guillaume, par exemple. Exactement. Voilà. Question sur laquelle je pense qu'on va avoir besoin de l'aide du commandant Nicolas. C'est une question de Mareva qui est à l'université d'Aix-Marseille. J'ai pas ton âge, Mareva, mais ça nous donne quand même une petite idée. Elle voulait savoir comment on fait pour intégrer la réserve. Est-ce que je peux vous mettre sur cette... super. Pour intégrer la réserve, il faut se rendre dans un CIRFA qui te renseignera sur les conditions et les modalités, chère Mariva. Donc, merci pour ces informations. Et pour être candidat à la réserve opérationnelle, il y a certaines conditions en termes d'âge, d'aptitude physique, de nationalité, etc. Donc, le mieux, en effet, c'est de se rendre dans un CIRFA pour avoir des informations complémentaires. Je reprends
les questions pour toi, Guillaume. Yasmine, qui est en école de commerce à l'IESEG et qui voulait savoir si tu as un entraînement sportif particulier qui est lié à ton statut de militaire. Comment ça marche? Oui. Je pose souvent cette question, le sport et les armées. Comment ça fonctionne dans ton cas à toi? Donc, on est obligé d'être dans une condition physique, on va dire, importante. Donc, de l'entretien surtout, pour pas avoir de masse graisseuse trop importante, pour que ce soit tout simplement en version quand on doit se déplacer à bord, les choses, parce qu'il faut savoir qu'on on n'a pas d'ascenseur hein, pour descendre dans un sous-marin, ça se fait à la force des bras et les jambes, c'est par des échappées, des échelles, que ce soit pour l'entretien. Donc non, on nous surveille beaucoup au niveau du poids, pas que au niveau du poids, dans une santé générale, on est maintenu au niveau de chevaux de course, hein, clairement. Euh, Après, il y a quand même des marges sur l'indice de masse corporelle qu'il faut pas dépasser, quoi. Alors, on a un complément d'information du commandant Nicolas qui nous dit que le statut de militaire nécessite d'avoir un certain niveau en sport, qui reste cependant accessible avec un minimum d'entraînement. Le but n'est pas de faire de nous des athlètes, mais des gens aptes aux missions qui nous sont confiées. Voilà. Donc, ce qui en ressort en général, c'est qu'en effet, c'est possible pour tous à partir du moment où on s'entraîne un peu et où on a encore une fois la volonté, on revient Oui, sur ce même sujet. on n'est pas obligé d'avoir des abdos ou juste une taille correcte. Alexandre, qui a 23 ans et qui ne nous a pas dit quelles étaient ses études, mais qui en demande un petit peu plus sur le test des oreilles pour pouvoir intégrer un sous-marin. Est-ce qu'on ressent des effets de pression dans un sous-marin? Alors non, pas du tout. On a la même atmosphère dans un sous-marin qu'à l'extérieur. On n'est pas dans des caissons hyperbares, on n'est pas soumis à la pression d'immersion directement comme un plongeur, en fait. Donc on respire l'atmosphère la même qu'on a à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a des patrons qui s'occupent de ça, de la gestion de l'atmosphère. Au niveau des oreilles, aucune particularité, donc on va faire des essais quand même. On a des médecins qui vont venir regarder à l'intérieur comment se comportent nos tympans en faisant intermédical le Valsalva, c'est-à-dire boucher son nez et souffler avec sa bouche pour voir si les tympans travaillent bien. Et non, pas de particularité au niveau des oreilles. Ok, merci Classique. Guillaume. Je vois que Nicolas est en train de taper. Et il nous dit que les oreilles peuvent de temps en temps être mises à l'épreuve lors d'essais de dépression. Oui, oui, oui. Donc en fait, on va faire des essais de dépression quand le sous-marin est en période d'entretien. Donc c'est pour savoir si le sous-marin est étanche. Donc ce qu'on appelle étanche, c'est qu'on n'ait pas d'entrée d'eau intempestive dans le sous-marin qu'on ne voudrait pas. Donc pour ça, on va faire des essais de dépression à 100 millibars. Donc on va venir descendre la pression du bord pour simuler comme si on avait un autre élément à l'extérieur de la coque, comme de l'eau par exemple. Et par ce phénomène, en fait, une fois que la pression est descendue, donc là, on va faire le va-ça-va, comme je disais, équilibrer les oreilles. Donc rien de bien méchant. Quand vous mettez la tête sous l'eau, c'est pareil. Si vous mettez à 1 mètre ou 2, vous allez devoir faire l'équilibrage avec les oreilles. Et si la dépression tenue dans le sous-marin, donc a tendance à revenir à la hausse, à celle qu'elle était à l'initiale, ça veut dire qu'on a un problème d'étanchéité et on va travailler, voir d'où ça peut provenir. Le but étant de garder. Pour terminer la phrase du commandant Nicolas, ou lorsque l'on équilibre le sous-marin avec l'extérieur. Voilà. Les deux moments. Donc c'est pas des grosses dépressions ni des grosses surpressions, ça reste. Elles sont travaillées ces paramètres. Alors on a une question de Robin qui est en BTS traitement matériaux en partenariat avec la Marine nationale à Saint-Mandrier. Il souhaite devenir atomicien ou méca arme en sous-marin. Est-ce que Mestrance est le bon parcours? Moi, j'ai l'impression que oui, mais vous allez être meilleur que moi pour lui répondre. Alors oui, Robin, Mestrance, c'est une très bonne école. Tu auras l'opportunité de commencer, comme tous les mestranciers dans les forces sous-marines, à des postes clés d'importance. Et petit à petit, en fait, avec ton choix de décision, les atomiciens, donc les Mestrance proposent des
des filières accélérées pour arriver atomicien très rapidement. Donc, tant qu'on est jeune, tant qu'on a l'envie, c'est vraiment ces moments-là qu'il faut savoir saisir, ces opportunités-là dans la marine que tu pourrais faire éventuellement. C'est une forte possibilité si tu te donnes les moyens. Et Robin, le commandant Nicolas t'invite à bien indiquer en école ton intérêt pour les forces sous-marines. Voilà. Question de Clémence, qui a 16 ans et qui est au lycée Les Eucalyptus à Nice. Sa question, quelles sont les différences quant aux missions entre un mécanicien civil dans le naval et un mécanicien de la marine, s'il y en a? Alors Clémence, donc mécanicien dans le civil, on va t'apprendre à l'école tous les cas de figure que tu peux avoir. Donc que ce soit des pannes classiques, des pannes un peu plus compliquées. Moi, vraiment, l'expérience que j'ai en tant que mécanicien, c'est que les pannes marines, on sera souvent adapté à des situations qu'on n'a jamais vues, donc on va apprendre, super intéressante. C'est jamais du quotidien en fait. On a toujours, ça arrive, les pannes bien sûr, et on a le matériel pour le changer, pour le remplacer, et même donc les sous-marins sont prévus pour vivre aussi des fois avec des pannes, donc de la redondance, du matériel en double. Et donc, tu auras toujours affaire à des situations différentes dans la marine, que ce soit dans les forces sous-marines ou marine générale. C'est pas des pannes que tu rencontreras dans le monde du civil. Question de Nicolas, qui ne nous a pas donné trop d'informations sur lui et qui nous dit pourquoi est-ce que tu as choisi, Guillaume, les sous-marins et pas les navires de surface? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre les forces sous-marines? Ce métier quand je suis rentré, on n'en parlait pas beaucoup. Donc c'était un mystère. Donc moi, tout ce qui est mystérieux, j'aime bien creuser pour approfondir, savoir ce que c'est. Et quand j'ai réellement su ce que c'était comme métier, qui m'a poussé à faire le pas, c'était que dans mon entourage, dans mes connaissances, je connaissais personne qui faisait ce métier-là. Donc le fait d'avoir fait un métier exceptionnel, plein d'adrénaline, m'a donné envie vraiment de passer le pas et me dire bah tiens, pourquoi pas moi quoi. Et voilà quoi, 10 ans après, je me retrouve ici à vivre en fait, à vivre mon rêve quoi, clairement. On va faire un petit coucou à la PMM Grenoble, puisqu'on va prendre la question de Marc Olivier, qui du coup est dans cette PMM, qui est en terminale générale en spécialité de maths physique. Il nous demande, il te demande s'il y a des différences entre les SNLE et les SNA en termes de temps annuel à la mer et en termes de régions du monde dans lesquelles vous intervenez. D'accord. Donc, les régions du monde, je ne pourrais pas en parler malheureusement. Après, dans les temps à la mer sont globalement les mêmes, voire peut-être un petit peu plus longues pour les SNA, mais avec des escales. Donc l'avantage de pouvoir sortir du sous-marin, de prendre l'air, voir d'autres pays. Les SNLE, on ferme le panneau, c'est Brest, on réouvre le panneau, c'est Brest. Et il fait très beau à Brest. Après les missions, donc les sous-marins vont faire beaucoup de missions donc, de recherche, d'espionnage, de collecte d'informations. Donc vont naviguer dans différentes mers, aller voir différents pays, faire beaucoup d'escales à l'étranger. SNLE, donc on va faire beaucoup de mers également. Beaucoup de mers, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas rien d'insurmontable. Non. Et après, nous, la mission de la dissuasion, donc je te laisse aller gentiment, aller te renseigner. Donc, la mission de la dissuasion, à quoi elle consiste? On a une question de Benjamin qui, lui, a 18 ans et est dans la PMM de Carpentras. Bonjour à tous. Sa question, c'est est-ce qu'il y a des BTS de la Marine nationale qui préparent à la spécialité Méca-Élec? Je pense que Guillaume, tu vas peut-être pas pouvoir répondre. Est-ce que le commandant Nicolas a plus d'informations? Alors, il est en train d'écrire. Pendant qu'il écrit, je reprends peut-être la réponse à la question d'avant sur la durée de période à la mer. Le commandant Nicolas nous dit que la durée est par nature variable, parfois imprévisible, que ça dépend du type de sous-marin et de la mission. Mais comme tu le disais aussi, Guillaume, en moyenne, c'est une centaine de jours par an dans les deux cas.
Et Ouais. pour la question posée donc, sur les BTS, la Marine nationale propose en partenariat avec 2 lycées, à Toulon et à Brest, de suivre un cursus BTS qui offre un accès privilégié au recrutement sous-officier par l'école de Mestrance, tout en attribuant un diplôme de l'éducation nationale. Et il y a un article dans Col Bleu qui t'est donné si tu veux plus d'informations. Donc, tu retrouveras ces réponses dans le chat, Benjamin, pour t'aider à trouver des informations sur ta question. Alors, on a une question de Yasmine, pareil, qui ne se présente pas et qui ne nous en dit pas trop plus sur elle, donc je ne vais pas pouvoir te la présenter mieux. Mais elle a une question intéressante. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ta carrière? Meilleur souvenir dans ma carrière. Donc, ouais, il y en a quand même pas mal. Après, comme je disais tout à l'heure, ça restera le même toujours pour moi, hein, quoi qu'il arrive. C'est, c'est quand même mes retours de mer quand je retrouve ma famille et ces moments qui sont tellement intenses et si forts. Mais des meilleurs souvenirs dans ma carrière, j'en ai beaucoup en équipage partagé avec la famille des sous-marins et qui me suivront toute ma vie, c'est une certitude. Des souvenirs, on se les crée, on se les approprie. Donc, comme ça, à la foulée, je pourrais pas t'en lancer un, mais c'est surtout ces moments de retrouvailles en famille, essentiellement pour moi, qui me donnent la force de continuer ce travail. J'espère que je ne vais pas écorcher ton prénom, Kylian, qui a 17 ans et qui passe l'année prochaine l'épreuve de son bac MELEC, électricien. Et il demande s'il est possible de devenir mécanicien électrotechnicien en QMF 4 sur sous-marin avec un bac. Alors, je laisserai le commandant Nicolas répondre. C'est ce que vous allez dire. Commandant Nicolas, on a besoin de votre aide pour répondre. Alors, la réponse du commandant Nicolas, il est possible de devenir mécanicien ou électrotechnicien. La voie d'entrée par Mestrance en spécialité mécane ou élect, ou bien matelot machine. Donc là, on est QMF MOMAC avec un bac. MOMACH, pardon, avec un bac. Les forces sous-marines recrutent à partir de la 3e, un niveau bac étant tout de même conseillé. Pas besoin d'être Thomas Pesquet pour venir aux forces sous-marines. Alors, Kylian, alors que Mestrance va recruter plutôt avec un niveau. Alors, Mestrance recrute plutôt niveau bac plus 3. Non, ne recrute plus. Enfin, j'ai un doute. Alors, Kylian, moi, quand j'ai commencé, donc j'étais QMF MOMACH, comme expliquait Émilie. MOMACH, c'est-à-dire en fait, tu as possibilité en fait de faire 3 métiers dans la marine. Donc soit électricien, mécanicien ou mécanicien d'armes. Et tu dirigeras ton choix. Donc dans les années, tu auras le temps pour travailler tout ça. Ton choix ça mènera au BAT, là où vraiment tu viseras ta spécialité que tu voudras faire. Contrairement à un mestrancier qui rentre déjà avec une spécialité dans les mains, avec les diplômes qu'il a eu obtenus dans le civil. Top. Merci à vous deux. Et je crois que ça va être la dernière question parce que le temps passe. Merci Guillaume, on s'en est pas rendu compte, c'était hyper intéressant. C'est Oscar qui a 17 ans et qui est dans la PMM SOUM à Brest. Donc on est d'accord, la PMM SOUM, c'est la nouvelle PMM qui vient d'être lancée sur les sous-marins. Oui, c'est ça, oui. Ok. Il nous demande si la spécialité OPS SOUM, DSM, qui est plus spécifique aux sous-marins, a une reconnaissance particulière dans le civil. Alors là, pareil, je ne sais pas si tu peux répondre, Guillaume, ou si c'est plutôt… Donc, ce n'est pas mon cœur de métier, mais je sais que les reconversions, en tout cas, se font très bien. Donc, je laisserai commandant Nicolas mettre un appoint à la réponse. Mais de mes collègues de la marine qui décident de faire une carrière courte, en reconversion, dans le monde du civil, il n'a pas du tout de complications, que ce soit DSM ou de ce qu'on peut dire. Comme c'est un métier qui est vraiment spécifique aux forces sous-marines, il n'y a pas de problème pour la reconversion derrière. Tu trouveras du travail très facilement. Et le commandant Nicolas confirme, de manière générale, les sous-mariniers se reconvertissent plutôt très bien. Donc ça, c'était pour ce qui va être… Allez, peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Mais ça répond un petit peu aussi à la question de Mourad, qui posait un peu la même question, qui était en fac à Cergy. J'essaie de trouver des dernières questions, mais en fait, ça risque d'être un peu dur, parce que là, je suis arrivée
en bas des questions qui ont toutes le même nombre de votes. Et donc, du coup, j'ai peur de choisir au hasard. Allez, dernière question de Franck, 16 ans, à la PMM de Nancy. Est-ce que le métier de sous-marinier pour les officiers mariniers est accessible? Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par accessible, mais il y a en effet des officiers mariniers chez les sous-mariniers. J'imagine qu'il veut dire est-ce que c'est assez facile, comment on y rentre et comment ça se passe? Donc Franck, tu peux rentrer directement dans les forces sous-marines en étant officier marinier, ou également si tu viens par exemple d'un cursus différent, faire le pont quoi. Passer de la surface aux forces sous-marines est également possible, hein, comme ça reste un volontariat. Donc si tu poses un volontariat, ton dossier sera étudié par les forces sous-marines et tu passeras l'épreuve qui suit derrière pour le recrutement. Je sais pas si... Merci en tout cas à vous tous qui avez posé plein de questions et je m'excuse pour ceux dont je n'ai pas pu prendre l'ensemble des questions. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que sur Major Glaciers, on a plusieurs centaines de marins et on a aussi des sous-mariniers. Donc, toutes les questions que vous n'avez pas eu la chance de pouvoir poser à Maître Guillaume ce soir, vous pouvez aller les leur poser à eux. Donc, n'hésitez pas. On a 400 marins qui sont présents, qui sont ravis d'échanger avec vous et qui partagent leur quotidien avec vous. Donc, allez les contacter, allez leur poser toutes vos questions. Guillaume, moi, je voulais te remercier sincèrement pour le temps que tu as passé avec nous, pour avoir répondu aux questions des jeunes, pour nous avoir montré ton parcours qui est incroyable et qui donne vraiment envie. On se rend compte grâce à toi que dans les forces sous-marines, on peut vraiment avoir énormément de responsabilités, changer de métier, se développer. Et puis en plus, on n'est pas, enfin moi, si je dois retenir certaines choses, c'est qu'on n'est pas si longtemps que ça finalement en mission. Et que donc du coup, on peut aussi avoir une vie de famille, apprendre et continuer en fait là ton prochain job à la fin de tes 3 ans encore qu'il te reste, ce sera potentiellement d'aller rencontrer des plus jeunes et de les former comme tu as eu la chance d'être formé toi. Donc ça montre vraiment un petit peu toutes les opportunités. On a beaucoup parlé quand même de Thomas Pesquet, de l'espace, de l'ISS, des Ariane. Donc ça nous montre aussi le niveau de technicité et de pointe des équipements qui sont les vôtres et qui sont votre bureau au quotidien, hein, parce que c'est dans cet espace-là que vous travaillez. Donc c'est assez incroyable. Et je vous donne rendez-vous en février pour le 8e épisode d'À la découverte de la marine, pour aller découvrir encore d'autres métiers fantastiques de la marine nationale. On essaye de vous donner différentes personnes, différents métiers et différentes forces aussi pour pouvoir vous montrer un petit peu toute la richesse et la diversité des métiers de la marine nationale. Je vais te laisser le mot de la fin. Je voulais aussi qu'on prenne une petite seconde pour remercier le commandant Nicolas qui s'est prêté au jeu de répondre aux questions et de répondre aux interrogations des jeunes sur comment on rentre dans la marine. Je te confirme, Alexis, qu'il existe des rediffusions des anciens épisodes et que tu peux aller sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Major Glaciers, pour les retrouver, que le replay de cet épisode avec Guillaume sera aussi disponible demain et que donc du coup n'hésite pas à le partager autour de toi. Et Guillaume, je vais te laisser le mot de la fin, un petit message à destination des jeunes qui se posent la question et qui ont envie de suivre ton chemin. Bon, si j'ai un conseil à vous donner à tous, je dirais en 2 mots, c'est une carrière courte avec plein de vies, plusieurs vies. Super, Voilà. Merci pour ça. Merci, commandant Nicolas. Merci à tous. Et puis, rendez-vous en février pour le 8e épisode. N'hésitez pas à aller voir les anciens et n'hésitez pas à aller parler avec tous les marins qui prennent de leur temps pour vous permettre de voir de l'intérieur la marine nationale. Je vous dis à très vite. Merci, Émilie. Au revoir. Au revoir. Merci, Guillaume.